L'influence des marques connaît aujourd'hui un nouveau tournant. Au-delà du lobbying classique, elles mettent en place de véritables campagnes de communication B2C, 2G. Alors quels sont les enjeux stratégiques et éthiques de cette pratique? On en parle aujourd'hui avec Guillaume Robin, directeur associé à l'agence. Salut Guillaume, Salut, tu vas bien? très bien. Bon, on démarre un nouveau sujet. Changement de position, pour une fois c'est plus moi qui vais raconter des choses. Ok. On va voir. Écoute, on va en profiter. Ça change un petit peu. On parle de quoi? Alors, je crois que tu as prévu de parler de B2C2G. Exactement, un gros mot, hein, un petit peu pour démarrer. Donc, on est habitué un petit peu à ces acronymes. Hein, donc, le business to consumer, consommateur. To, et c'est le G, bien sûr, qu'on a un peu moins, au gouvernement. Donc, ces marques qui font une communication auprès du grand public, non pas pour vendre plus, mais pour essayer d'avoir une influence auprès des décideurs. Et donc, généralement, de changer la loi. C'est ça qui nous intéresse ici. Ça porte d'autres noms. On parle d'advocacy advertising, de grassroots lobbying. Oui, parce qu'on n'est pas très loin du lobbying, et on va forcément y venir. On parle plus globalement de com d'influence, mais on sait que dans nos métiers, com d'influence, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, même si cet acronyme de B2C2G, il va falloir bien le faire à chaque fois, est un petit peu barbare, il m'intéressait. Finalement aussi, il traduit mieux, je trouve, cette proximité de nos métiers avec, je commençais à le lire, avec le lobbying, en fait, qui est quand même quelque chose un petit peu à part et qui pouvait nous sembler un petit peu distant. Et avec ces communications, on voit que les choses, se rapprochent, se mêlent, ou plutôt le monde du lobbying, de l'influence politique, utilise un petit peu plus nos outils. D'accord. Donc, avec cette mise en lumière finalement du lobbying à travers la communication, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples en fait assez concrets de ces campagnes B2C2G? Oui, alors je pense que s'il y a une marque qui l'a particulièrement fait ces derniers temps et avec un rythme assez soutenu, c'est Leclerc. Je pense notamment à ce qu'ils peuvent faire sur les parapharmacies. Donc ils l'ont fait pour avoir le droit de vendre du paracétamol. Historiquement, d'abord le premier c'était pour avoir des autotests, le paracétamol, et là plus globalement pour avoir le droit de vendre des médicaments sous ordonnance. Donc voilà, ils souhaitent être finalement avoir les mêmes droits aussi que des pharmacies installées et plus simplement être des parapharmacies. Tu as en tête un peu une dernière campagne juste pour nous la remettre un peu en image? Alors en effet, il y en a eu plusieurs. La toute dernière était justement une vraie opération de communication, et c'est un point qui m'intéresse. Hein, c'est que c'est pas juste de l'influence, c'est pas juste une tentative de pétition ou autre. C'est une vraie campagne. Hein. D'ailleurs, c'est une vraie agence, c'est BETC, qui travaille. Et sur la toute dernière, et c'est souvent un levier d'ailleurs qu'on voit, c'est une mise en avant de l'absurde, qui est aussi, je trouve, un levier intéressant, c'est-à-dire qu'invite chacun finalement quand même un petit peu à se faire son propre avis et qui finalement invite chacun à une forme d'esprit critique. Quand même très axé. Hein. Il y a quand même un message bien sûr qui est passé où justement on voit une scène qui ressemble à une scène un petit peu de vaudeville dans une pharmacie où on voit qu'une pharmacie n'a pas le droit de vendre des médicaments dans le cadre d'une pharmacie, et quelque chose de très, très surjoué avec des rires enregistrés. Donc voilà, c'est celle-ci notamment la plus récente qui date de quelques mois. Mais là, en 1 an et demi, il y a eu 3 spots, il y a un vrai rythme. Et puis c'est un combat, c'est un combat que mène Leclerc à un moment particulier, on va y venir, mais un combat en réalité que mène Leclerc, même la famille Leclerc, depuis très longtemps. Hein. C'est même un peu l'histoire aussi de cette marque, quand même d'être dans une forme de militantisme, hein, qu'on peut approuver ou non, mais justement d'avoir le droit de vendre davantage de choses pour espérer faire baisser les prix. C'était ça d'ailleurs qui était mis en avant sur les autotests. Et je crois que l'accroche finale était quelque chose de pourquoi on n'aurait pas le droit de vendre tous les autres autotests, peut-être parce qu'on les vendrait à prix Leclerc. D'accord. Donc il y a ça aussi derrière, il y a quelque chose de très cohérent avec la marque, avec même l'histoire aussi de cette entreprise de se battre pour l'ouverture du marché et de la grande distribution sur de nouveaux marchés. Et puis une certaine tonalité qui en effet est très, très Leclerc, et quelque chose de très cohérent ici. D'accord. Donc ouais, il y a un appel en fait au sens commun, on va dire, du public pour essayer de dénoncer, de démontrer en fait une absurdité, on va dire, de règles, de lois, et quelque part tirer parti en fait de ce sujet pour rassembler un petit peu ses consommateurs, quoi. Et c'est ça. Et je trouve que cet appel au sens commun, il y a une autre marque qui l'avait bien fait avec moins d'envergure et puis un contexte qui était particulier, c'est Monoprix pendant le Covid, qui avait fait c'est une époque pas si lointaine et à la fois si lointaine. Il y avait un moment, rappelez-vous, où certains magasins essentiels avaient le droit d'ouvrir et de vendre certaines choses, et donc des magasins forcément un petit peu pluridisciplinaires
comme peut l'être Monoprix, certains rayons étaient ouverts, d'autres non. Et ils avaient fait des affiches là-dessus en disant voilà que finalement le gouvernement a décidé que les enfants de 3 ans n'avaient pas le droit de grandir, donc on n'avait pas le droit de vendre des vêtements au-delà de 3 ans. Voilà, il y avait quelque chose qui soulignait là aussi des absurdités et faisait un appel un petit peu au sens commun, mais quand même, il y avait quelque chose d'à la fois assez humoristique, et je pense qu'à un moment on avait besoin de rire en plus, et en même temps là, qui attaquait très directement les décideurs quand même, hein. Il y avait quelque chose d'assez frontal ici. Ok. Tu nous parles de 2 distributeurs. Tu vois d'autres campagnes, d'autres marques en fait qui auraient utilisé ce levier B2C2G? Oui, alors pas très loin, je trouve que la ville a beaucoup fait, et de plein de manières différentes, dans plusieurs pays en plus. Alors, Lavi, tu précises, Pardon, c'est Lavi, c'est vrai qu'en effet, oui, il y a plein. Donc c'est le Lavi, entreprise qui produit, je crois, et distribue des produits véganes et végétariens. On pense notamment aux saucisses, aux steaks, etc. Et justement, tout l'enjeu était là-dessus, sur l'appellation. Donc, est-ce qu'ils ont le droit de s'appeler saucisse végétarienne ou non? Bon, bah, on voit bien un petit peu, hein, parce que finalement, là, on est dans le lobbying, dans le sens où, en fait, il y avait un lobby, en effet, de la viande qui, d'un autre côté, critiquait cette appellation. Et eux, même un texte de loi et d'ailleurs. pas que eux, la vie où c'était pas le cas. Et donc, bien sûr, à un moment, bah, arrive l'enjeu légal de très bien, qu'est-ce qu'on fait de ce texte de loi qui gagne un petit peu cette bataille juridique ici. Donc, on est clairement dans le lobbying, hein, donc, comment en effet ces marques arrivent à influencer la loi. Bon, bah, voilà, on voit que chacun a joué avec ses arguments, et donc bah, la vie utilise les siens. Elle est allée aussi faire des grandes campagnes d'affichage, très réussies, plutôt drôles. Buzzman, pour le coup, là aussi derrière. Je souligne les agences parce que justement, ça montre bien à quel point c'est pas des agences d'influence. On est vraiment allé chercher ici des agences de communication, plutôt même des agences de communication réputées, faut bien le dire, pour faire là aussi pas simplement une campagne un petit peu militante comme pourraient le faire certaines associations, mais non, réellement des vraies campagnes publicitaires avec un vrai concept créatif derrière. C'est plutôt très réussi, c'est toujours été très drôle d'ailleurs ce qu'a fait la vie, ça a duré un moment. Bon, voilà, l'idée était aussi finalement pour une marque qui se veut militante, peut-être qu'ils approuveraient pas le terme, mais en tout cas forcément qui est naturellement clivante, parce qu'on touche un sujet qui est naturellement clivant, qui est le côté végétarien, le rapport à la viande. Enfin, on sait qu'il y a quelque chose d'éminemment politique, mais même pas juste d'un point de vue juridique, hein. On sait quand même que le rapport à la nourriture, et notamment à la viande, soulève vite beaucoup d'affect quand même chez nous Français. Donc forcément, c'est deux natures très clivantes. Bon, bah, ils sont allés un petit peu, et il y a de ça, je crois, dans ces campagnes. On va mettre un peu d'huile sur le feu, quand même. D'accord. Voilà, on sait bien que l'idée, c'est d'emporter l'adhésion du public. Bon, l'idée, c'est quand même aussi un petit peu de mettre de l'huile sur le feu, histoire de faire monter un peu la pression ici. Ok. Tu vois d'autres marques, d'autres univers? Alors j'en ai un moi sous le pied parce que je pense, tu parles de militantisme, je pense en fait aux mutuelles. Alors aux mutuelles qui sont assez Oui. chères en fait à l'agence, ou au moins à moi. Je me souviens de vieilles campagnes maintenant, je pense qu'elles ont une bonne quinzaine d'années en fait, qui ont été réalisées par la FNMF, donc la Fédération nationale des mutuelles de France, qui avait fait une campagne sur la santé n'est pas une marchandise comme les autres, qui visait finalement en fait à indiquer au grand public, hein, ce qui était une vraie mutuelle, mais aussi à l'État de donner en fait des limites en fait à ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire à la libéralisation en fait de la complémentaire santé, parce qu'on parlait de ça à l'époque, et de dire finalement attention, c'est pas une marchandise comme les autres, ça demande du contrôle, derrière c'est aussi en fait des données de santé, donc des choses fragiles en fait qu'il faut sécuriser. Et puis il y a des histoires de personnes, il y a des histoires de solidarité, etc. Et donc on peut pas en faire tout et n'importe quoi. Et la FNMF oscillait toujours entre une grande sécu, puisque la complémentaire santé arrive en complément de la sécurité sociale, donc venait, on va dire, compléter la sécurité sociale, qui est pour le coup un droit universel en fait aux soins, et en même temps ne souhaitait pas totalement en fait qu'une grande sécu, parce que une grande sécu en fait élimine la solidarité, élimine en fait tout un tas de points que l'État en fait arrive à couvrir, mais ne couvre pas totalement, ou pas ou d'une façon un peu uniforme qui ne convient pas forcément à tout le monde. Donc la mutualité avait sa place et cherchait à défendre sa place à travers ça. Ce qui est à la fois pleinement son rôle, et donc j'imagine qu'elle le fait d'ailleurs par plein d'autres leviers justement d'influence politique et donc de lobbying, hein, même si peut-être que le terme peut paraître
plus compliqué pour une entité comme celle-ci. Et en effet, elle passe tout de même aussi par donc, du B2C2G, donc une influence plus grand public. Là où ça me fait un peu plus douter de l'efficacité, bon, je pense que quand même quand on parle de santé, ça intéresse des gens, c'est que sur les marques qu'on voyait avant, elles ont une certaine notoriété, voire elles sont même plutôt plébiscitées, elles ont une certaine confiance quand même. Je pense notamment à Leclerc, même à La Vie, qui est certes clivante, mais bon voilà, a tout de même un certain public cible ou une certaine clientèle, on peut dire dans ce cas-là. C'est peut-être moins le cas de la FNMF parce qu'elle a moins de notoriété et aussi parce que, on le sait bien, ça fait mal au cœur ce qu'on va le dire, mais on le sait, les mutuelles derrière sont très confondues avec des compagnies d'assurance et n'ont pas nécessairement l'adhésion du public et leur confiance. Donc on pourrait imaginer que ça aurait moins d'impact, mais on touche à la santé. Ouais, et faut pas oublier que ces campagnes, en fait, alors, elles sont grand public, elles sont affichées parfois à la télé, mais sinon affichées dans la rue. Elles visent évidemment tout le monde, mais elles visent principalement en fait les militants. Et en France, les militants en fait sont un grand nombre. Alors, je vais prendre la MNT parce que je connais bien. Ils sont 1500 militants, c'est-à-dire des personnes qui sont engagées et qui donnent de leur temps bénévolement en fait pour défendre des droits, leurs collègues, etc. Et là, je parle d'une mutuelle qui est au 6e, 7e rang français. Donc, si je prends les premiers rangs, Harmonie Mutuelle, MGEN, et que je prends en fait la multitude de mutuelles qui existent encore, hein, même s'il y a des grands rassemblements et une multitude de mutuelles, ça fait un grand nombre de personnes engagées qui ont besoin aussi parfois en fait de lignes directrices données par leur fédération pour pouvoir porter un discours, orienter leur message, etc. Donc, même si on communique au grand public, en fait, derrière, c'est surtout les personnes déjà engagées dans la mutualité qui se sont senties en fait pris, responsabilisés en fait par ce message. C'est vrai. C'est d'ailleurs, ça fait partie des recommandations qu'on a souvent à l'agence concernant nos annonceurs, qui est le meilleur moyen quand même de faire de la com interne, c'est de faire de la com externe. C'est le meilleur moyen d'envoyer vraiment un message que les choses bougent, que c'est pas juste des mots, que c'est pas juste un énième séminaire ou autre. C'est de faire de la communication au grand public, parce que quand on est prêt à le dire en dehors de nos murs, c'est que quand même, à première vue, les choses sont plus concrètes. Donc oui, il y a ça. Je pense qu'en effet, l'un des bénéfices de faire ce type de communication, bon, alors du coup, on sort un peu du cadre de faire de l'influence auprès directement des décideurs, mais c'est aussi l'un des bénéfices secondaires tout de même, c'est que ça rassemble les troupes, quoi, ou ça les motive. Ouais, et puis encore une fois, c'est de l'influence en fait auprès des publics cibles, là, donc les militants, qui derrière en fait vont faire caisse de résonance et vont pouvoir influencer aussi sur le territoire les décideurs locaux. Donc là, on va parler des députés, on va pouvoir en fait monter en fait des propositions de textes à l'Assemblée, au Sénat, donc faire bouger les choses. C'est la même chose en fait si je prends la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Il n'y a pas eu de communication et de lobbying direct, par exemple. Je pense encore une fois à la MNT. Par contre, ils ont agi auprès d'élus pour pouvoir en fait faire des propositions de loi pour aménager en fait les règles. Certaines ont été prises, certaines vont rester en discussion, etc. Et donc, ils ont fait un lobbying, on va dire, plus classique, mais quelque part, c'est aussi leur rôle en tant que spécialistes. Ils ne sont pas allés encore complètement sur le territoire de la communication, si ce n'est en fait de décrypter la réforme, mais des grands engagements sont restés des engagements, on va dire, un peu plus classiques, politiques, portés par les dirigeants, et pas une campagne de communication pour remporter l'adhésion de tous. Voilà. Je trouve que ça s'explique aussi dans le cas de la MNT. Alors déjà, il faut se rappeler que ces campagnes B2C2G ne sont qu'une brique. Ouais. De la même manière qu'on parle de mix marketing, on pourrait parler de mix lobbying. Voilà, c'est une brique qui vient en effet faire un point d'appui et qui de toute manière, voilà, ensuite ce travail doit passer de toute manière par des leviers plus classiques, ou en tout cas par d'autres leviers. Et puis, j'imagine que dans le cas, dans le cas de la Mutuelle Nationale Territoriale, le fait aussi de faire une communication qui viendrait, comme on l'a vu sur Monoprix, quand même attaquer de manière aussi frontale des élus, c'est les mettre aussi un peu finalement face à leurs engagements, et c'est un peu, il y a quelque chose d'assez légitime là-dessus. Il y a quelque chose d'assez agressif aussi dans l'approche quand même, qui peut avoir du positif et qui peut aussi avoir finalement quelque chose d'assez repoussoir qui peut avoir des répercussions négatives. Voilà, c'est quand même des campagnes très engageantes.
tu l'as dit tout à l'heure, très clivante. Alors quand en fait, finalement, on s'appelle La Vie et qu'on vend de la nourriture végane, On l'est de base. il n'y a pas de problème en fait, parce qu'on va pas chercher à convaincre entre guillemets des viandards de passer en fait à la viande végane. Mais au contraire, on va emporter son public, donc on est dans son rôle. La mutualité, en fait, quand elle cherche à, comment dire? À convaincre le plus grand nombre quand même, parce qu'elle a besoin de ses adhérents, elle a besoin d'adhérents, en fait, parfois qui sont pour, contre, donc elle va peut-être parfois avoir tendance, en fait, à tiédir un petit peu ses messages. Oui, et je pense qu'il peut y avoir une approche qui peut être plus subtile. Bah, je pense pour rester sur notre client de la MNT, à l'opération Lettre à mes règles, qu'on a pu faire, donc une communication qui est pas tout à fait une communication B2C2G, où l'idée était que la mutuelle puisse faire une sensibilisation à travers une vraie campagne de communication créative, pour le coup, faut le dire ici, faire une sensibilisation sur les enjeux de santé menstruelle dans le cadre du travail ici, qui touche pas directement le gouvernement dans le but de faire changer une loi, mais bon, bah, qui va tout de même faire une sensibilisation auprès de décideurs des collectivités. Donc, il y a tout de même ici une volonté d'influence qui est un petit peu indirecte et qui passe aussi par le fait de faire une communication auprès du grand public, ou en tout cas auprès des adhérents. Bon, bah, je trouve que c'est une alternative. C'est pas tout à fait une campagne d'influence B2C2G, mais c'est une manière peut-être un peu plus subtile, un peu plus délicate aussi d'approcher ce sujet, de mettre un sujet sur la table, en tout cas, à défaut de vraiment faire pression pour le changement d'une loi. Il y a beaucoup de sujets de prévention. Aujourd'hui, on pourrait reparler de ça d'ailleurs en se disant que les marques en fait s'attaquent de plus en plus en fait à des sujets qui sont des sujets en fait de vie, des sujets de société. Et quand elles agissent sur ces sujets de société, elles cherchent parfois à faire influencer les mentalités, donc là, un très grand public, et pourquoi pas faire émerger en fait des sujets en fait auprès du gouvernement. Je pense aussi à la MGN qui a beaucoup œuvré, qui œuvre encore en fait sur la question de fin de vie. Mm. Euh, Sujet clivant aussi de nature. voilà. Mais c'est un des combats. Il y a des mutuelles comme ça qui ont des combats en fait très clairs. Pour la MGN, la fin de vie, et donc militer en fait pour le droit en fait à programmer, à organiser en fait sa fin de vie dans certains cas. Voilà, c'était un vrai combat qu'ils ont voulu porter. Ils ont créé peu de campagnes, mais surtout en fait des débats publics, des prises de parole publiques qui accompagnaient aussi des députés, des sénateurs qui allaient porter en fait ces sujets auprès du gouvernement. Et d'ailleurs, ça fait partie de la feuille de route en termes de débat, hein, ça fait partie de la feuille de route aussi du gouvernement actuel. Donc ils ont réussi à le faire. Bon, peut-être plus un lobbying classique, un peu étendu, que vraiment une campagne. C'est pour ça, au risque d'être un peu caricatural, ce qu'on voit, on l'a vu, c'est beaucoup de grandes distributions, en tout cas d'alimentaire, qu'on voit là plus récemment sur des vraies campagnes créatives B2C2G. Et ce qu'on voit de l'autre côté, tout de même, c'est des mutuelles qui, historiquement, de toute manière, ont un pied aussi, ont une influence politique, ne serait-ce qu'au moins par la vigie qu'elles peuvent être sur les populations qu'elles protègent, et qui vont faire du lobbying, mais donc assez classique. Et je pense de l'autre côté à deux assureurs qui, quand même, pour le coup, ne sont pas des mutualistes, mais qui sont deux assureurs qui, eux, cochent la case que vraiment comme campagne créative, et à l'inverse, vont pas jusqu'à l'étape de se dire ça pourrait changer la loi, ou en tout cas pas directement dans le cadre des films. Je pense ici à AXA et leur campagne, et plus globalement l'engagement, peut-être même plus que la campagne, pour le relogement en cas de violence sexiste et sexuelle, donc dans le cadre du foyer. Donc, super initiative et une vraie campagne de communication qui a pris un prix en plus à Cannes cette année ici, ou ce qu'a pu faire peut-être à une plus petite échelle, mais c'est tout de même intéressant, la campagne d'Alliance aussi, qui est quand même, je trouve, assez intéressant, donc sur le fait de souligner à quel point le cyberharcèlement peut passer aussi par certains termes un petit peu subtils, par des acronymes, peut passer aussi par des emojis qui peuvent passer finalement un peu sous le radar des parents, parce qu'en effet, que son fils se fasse insulter de PNJ, première vue, on se demande bien ce que ça peut être, mais ça semble plutôt anodin. Il faut voir la campagne, j'inviterai en fait J'invite les à voir la auditeurs campagne. Mais donc, voir la campagne. Voilà, l'idée était de sensibiliser sur ce sujet du cyberharcèlement par un angle assez précis. Elles, pour le coup, n'ont pas vocation à vouloir changer une loi. Alors, je pense surtout à AXA et le relogement, mais font une vraie campagne de communication sur ces engagements.
Ce que font pas toujours ou pas autant, je trouve finalement, de l'autre côté, les acteurs mutualistes. Ouais. Alors si on décrypte en fait, parce que les 2 opérations sont un peu différentes, Oui. Allianz finalement, ça serait une autre marque, quelque part qu'Allianz en fait qui ferait cette campagne. Elle serait tout aussi juste. En fait, le lien entre finalement, la protection des enfants, et une offre produit derrière est un peu ténue. Alors que chez AXA propose dans ses contrats en fait, d'assurance habitation, un relogement en cas de sinistre. Et ben, ils ont mis une clause Oui. qui dit, ben voilà, en fait, ce relogement, en fait, il va être valable aussi si, une femme, subit en fait, alors d'ailleurs une femme, je sais même pas si c'est une femme, Oui. ou un homme, enfin une personne subit en fait, des violences, conjugales et pour sa sécurité, pour être amené en fait à être relogé. Il y a une loi par rapport à ça. Par contre, la loi, elle est plus compliquée. Le relogement, et cetera, c'est plus compliqué. Mmh. Et AXA prend sa part en tant qu'assureur. Donc, quelque part, vient en fait intervenir très concrètement sur ce sujet, sans attendre en fait finalement qu'une loi puisse automatiser un relogement de personnes Mmh. dans ce cas-là. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils restent à leur niveau. Ils évoquent une problématique. Ils restent à leur niveau. Et voilà, ça en objet de communication, en fait, c'est quelque chose de, qui fonctionne bien, C'est quoi. ça et qui, bah, on l'espère, va ensuite être, amener d'autres personnes à être suivies. Je pense aussi à la posture du Crédit Mutuel qui a beaucoup ça, qui a beaucoup avancé sur certains sujets et qui a, cette volonté, cette ambition d'être pionnier sur certains sujets. Le fait d'avancer sur l'assurance emprunteur, par exemple, aussi dans le but de se dire: «On avance avant la loi» et finalement on précède presque la loi en se disant que, bah, ça, il faut le faire et finalement on invite, Alors je précise les juste, autres assureurs à le faire, ouais. je te complète, en fait, Oui. je précise juste, c'était, le Crédit Mutuel, en fait, prenait le droit à l'oubli. C'est-à-dire une fois qu'en fait on a été malade, gravement, typiquement d'un cancer ou des choses comme ça, qu'on puisse prétendre en fait à un emprunt, Mmh. bancaire, sans, pénalité, voilà. Globalement, en fait, l'assurance emprunteur, bah, tient compte de statistiques et d'un statistique de reste à vivre et que vous puissiez compléter votre emprunt. Là, dans ce cadre-là, si vous avez été malade, bah, un statisticien va dire: «Ah, Ouf, voilà, il y a un risque». ça baisse un grand coup. Et ben, ils influençaient comme ça le droit, en fait, le droit à l'oubli. Au bout d'un certain temps, en fait, après un cancer, par exemple, ou une maladie grave, et ben, vous pouvez, je sais pas, repartir de zéro, mais être considéré, en fait, comme un client, lambda. Voilà, donc c'est intéressant parce que c'est vrai que, ça a été les premiers à le faire, à le dire haut et fort et quelque part presque imposer un suivi, en fait, aux C'est autres. ça. C'est que je trouve que ça fait un premier cas qui montre que, regardez, on peut assurer dans ces conditions-là. Donc finalement, ça invite les autres, peut-être pas à changer la loi, mais bon, bah, c'est finalement un peu la suite logique, mais en tout cas à emboîter le pas. Toujours est-il que des cas, il y en a pas mal dans la mutuelle, faut le dire. Il y en a beaucoup dans l'assurance et puis, bah, de manière plus communicante, on a vu, donc il y en a quand même pas mal, je trouve aussi. Bah, côté vraiment plus agroalimentaire, c'est peut-être là d'ailleurs où ça bouge le plus. C'est aussi sans doute là où, bah, où il y a le plus de tensions et sur lequel il y a le plus de besoins, à mon avis. Je pense notamment pour boucler avec Leclerc que, bah, l'une des raisons pour lesquelles ils y vont, c'est que ça doit faire, je pense, plus de 50 ans qu'ils aimeraient bien pouvoir, bah, lever un petit peu ce monopole aussi, des pharmacies, à tort ou à raison ici, et qu'ils savent qu'il y a besoin de grands coups. Ça pourra pas se faire justement, à l'amiable et simplement avec des outils classiques, donc il y a un peu rien à perdre. Je pense qu'il y a ça dans ces approches-là. OK. Et est-ce que tu vois des risques, en fait, à ce type de communication, Bah, pour reboucler justement avec Leclerc, ils se sont fait en partie, attaquer, hein, bien sûr qu'il y a un retour de bâton, aussi, du lobby pharmaceutique, et de toutes les entités, ici qui représentent le monde, de la pharmacie. Vous pouvez s'en douter. Ils se sont fait aussi attaquer, eux, en l'occurrence, puisque l'un des produits qu'ils ont mis en avant dans une communication, le partenaire était pas concerné, donc il y a eu une mise en demeure, quand même sur l'une des prises de parole, je crois que c'est celle sur le paracétamol. Bon, bah, voilà, ça montre bien aussi qu'il y a quand même un encadrement. Alors d'ailleurs, il y a des entités, hein, qui encadrent, hein, donc il y a la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui régule, en plus avec une certaine accélération au cours des décennies, justement tout le monde du lobbying, avec un besoin de déclarer des intérêts divergents, avec un besoin de déclarer toutes les actions de lobbying qui sont réalisées. Donc voilà, il y a une forme d'encadrement ici.
Et puis nous, on connaît bien, il y a aussi la RPP quand même, qui fait qu'on peut pas faire n'importe quelle prise de parole et qu'il y a besoin d'avoir un petit peu de fond. Pour autant, il y a quand même des risques. Il y a le fait que ça puisse être bien perçu ou non. Et ça, je pense que pour beaucoup, je l'évoquais, c'est aussi très lié à la confiance qu'a déjà la marque de base. Je pense que dans certains cas, ça peut être très apprécié. La vie, à mon avis, ça leur a permis de renforcer, par exemple, à mon avis, leur public cible et la proximité avec ce public cible qui est de nature militante. Je pense qu'il y a un Leclerc aussi. Je pense que les mutuelles, tu le disais, au moins auprès d'un certain public, finalement, c'est un impact très positif. Les quelques risques qu'il y a, mais qui n'est pas forcément toujours un risque, c'est le fait que la publication, que la campagne finisse par sauter. Je pense notamment à Alliance Vita, qui donc était une organisation qui avait fait une prise de parole aux alentours de 2020 contre la PMA, il me semble. Je regarde mes notes. Oui, c'était ça. C'était 2020, oui, c'était à ce moment-là où en effet, la loi sur l'avortement, la PMA, etc., était à l'ordre du jour. Et donc, ils avaient fait une campagne qui défendait au contraire, tel que c'était mis, c'était pas très clair, et donc c'est pour ça que la campagne est passée, le droit à la parentalité, à la maternité, la défense de la maternité, ce qui posait comme ça, en effet, paraît pas très clivant. Et donc, c'est quand on creusait un petit peu la campagne, où non, derrière, c'est quand même une prise de parole quand même très politique. La campagne avait été sortie notamment du réseau SNCF. Et donc forcément, ce qui s'est passé là-dessus, je pense que d'un côté, il y a eu une forme de dénonciation, la campagne n'était pas très claire sur son message, et c'était l'un des risques. De l'autre, il y a eu un peu le fameux effet Streisand, qui fait que finalement, puisque cette campagne est interdite, ça attirait beaucoup plus l'attention sur cette campagne, et beaucoup plus de gens ont vu cette campagne que si elle était restée sur le réseau potentiellement. C'est pour ça que c'est un risque un peu à double tranchant. Oui, il risque d'être retiré. Oui, il peut avoir des conséquences financières et pénales. Ouais, de l'autre côté, finalement, il y a beaucoup plus de personnes qui ont vu cette campagne, à mon avis, de base. Et je ne sais même pas d'ailleurs si tout à fait on s'en souviendrait s'il n'y avait pas eu aussi cette interdiction. D'accord. Bon, tu l'as dit dès le départ, on sait que ces campagnes, en fait, sont des campagnes qui peuvent être très clivantes. Parce que globalement, on est pour ou contre, et on agit là-dessus. Là, on est en pleine période, alors ça fera peut-être vieillir un petit peu ce podcast, mais on est en pleine période en fait de loi du plomb et de pétition en fait contre la loi du plomb. Donc on se rappelle la loi du plomb, donc un lobbying en fait pour pouvoir un outil assez classique de C2G, c'est ça? Voilà. Ouais. Un lobbying, on va dire, pour remettre en place certains éléments en fait pour favoriser une politique agricole. Voilà, je vais pas la qualifier. Voilà, chacun sera son avis. Et en face de ça, en fait, une étudiante qui invite à une pétition pour pouvoir en fait bouger cette loi. Ce qui m'intéresse peut-être là-dedans, et c'est peut-être là-dessus que je vais avoir ton regard, c'est que c'est une étudiante, c'est pas une marque. Par contre, le fait que c'est du succès en fait de cette pétition, qui a atteint plus de 2 millions aujourd'hui, c'est le relais en fait, alors de médias, de marques aussi, qui se sont appropriées en fait, on va dire cette démarche. C'est vrai que c'est d'abord un mouvement, le terme est un peu fort, mais une initiative citoyenne, faut le dire. Et justement qui vient pas d'un think tank, qui vient d'un individu. Bon, d'ailleurs, je vois bien que c'est l'une des tentatives pour discréditer quand même un peu cette pétition, c'est de dire que c'est un individu, c'est une femme, c'est une étudiante en sociologie. Bon, en réalité, on sait bien que finalement, presque peu importe un petit peu qui a lancé cette pétition. La preuve, c'est que c'est pas tant cette personne-là qui a convaincu 2 millions de Français ici, c'est l'initiative en tant que telle qui a fait écho et qui amène une forme de contre-pouvoir qui, quand même, de cette ampleur-là, est assez inédit, ou en tout cas, depuis quelques décennies, était assez inédit d'avoir un mouvement aussi fort. C'est une forme de lobbying citoyen, ou en tout cas d'attention au gouvernement. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que les campagnes qu'on évoque pendant ce podcast se sont amenées à se développer. C'est qu'il y a un moment particulier, tout de même, qu'on est en train de vivre, à la fois de manque de confiance des marques, on le dit souvent. En réalité, bien plus un manque de confiance, c'est une crise politique qui est bien plus forte. Il y a 55% des Français en 2025 qui font plus confiance aux marques qu'aux politiques. Ce qui est forcément un atout aussi pour ces marques-là, elles le savent. Elles savent qu'elles ne sont pas toutes appréciées, mais qu'elles sont moins détestées que nos politiques. Globalement, c'est ça. C'est aussi l'une des raisons.
Et puis on arrive sur un moment de fragilité politique, on le voit, à plein de niveaux. Il va y avoir des nouvelles élections, peut-être que les choses vont changer, mais tout de même, on voit une fragilité, une impopularité, aussi des cas médiatiques ou autres, je pense à Betaram, qui font que il y a une certaine fragilité quand même du monde politique. Les marques en ont en partie conscience. Il y a un désamour, il y a une volonté des Français, on le voit en effet, tu le disais, avec la pétition contre la loi du plomb, aussi de trouver des solutions, de se rapprocher, ou en tout cas d'exprimer un mécontentement, une colère, voire peut-être même trouver un terme ici un peu plus fort. Donc il y a sans doute un momentum aussi qui explique et qui en tout cas aussi laisse présager le fait que ces campagnes vont se développer à l'avenir. Ok. Si tu avais 2-3 choses de conseils en fait à donner à des marques qui souhaiteraient se lancer là-dessus. Ouais, alors faut le dire, à l'agence, c'est pas ce qu'on fait. Justement, ce pourquoi aussi cette initiative nous interroge, c'est parce que on voit finalement un autre monde qui est celui de l'influence politique, qui est celui du lobbying, se rapprocher d'une autre, faire alliance, ou en tout cas faire aussi appel à d'autres agences de communication. Donc forcément, ça nous interroge. Maintenant, il y a quelques points qui me semblent quand même assez essentiels, justement, si on prend le contre-exemple donc d'Alliance Vita. C'est quand même d'avoir un peu de transparence sur le message. Moi, je leur dis, et c'est en partie ce que j'aime beaucoup dans la publicité, en fait, c'est que le contrat, il est très clair. Ouais, il est très clair, les gens regardent une pub. Et c'est pas toujours le cas quand c'est du placement de produits, quand c'est de l'influence, même si ça a été un peu régulé. Sur une publicité, les choses sont très claires. En effet, on voit très bien ce qu'essaye de faire Leclerc, on voit très bien ce qu'essaye de faire La Vie, une mutuelle qui, en effet, la FNMF revendique l'importance de la santé. Le message, il est très clair. La personne aussi qui envoie le message, les choses sont très claires. Il y a un contrat de lecture important et une forme de transparence et du message et de l'intention. Ce qui a toujours été pour moi l'une des qualités de la pub, et donc j'espère que ça restera. C'est pas toujours le cas, on le voit. Il y a bien sûr le fait d'avoir une certaine véracité sur les arguments. On sait bien que les choses sont pas toujours hyper claires. Logiquement, c'est quand même censé être, dans le cadre de communication grand public comme celle-ci, les choses sont assez encadrées, mais soyons francs, sur les campagnes qu'on a évoquées, justement, il n'y a pas tant d'arguments. Il y a souvent cette espèce d'appel au bon sens commun qui fait qu'on pousse assez peu d'arguments, si ce n'est juste mettre le sujet sur la table sans plus vouloir le défendre. Aussi parce que c'est peut-être pas le sujet de la pub d'ailleurs d'amener tant d'arguments très précis et rationnels. Sans doute que ça se joue un peu ailleurs. Et puis, de l'autre côté, je pense qu'il faut aussi donner, justement, peut-être dans un second temps, après cette campagne, des outils et des moyens de réellement se faire un avis. Alors forcément, toutes les marques peuvent pas être toutes objectives, mais tout de même aussi de créer des espaces de discussion et de confrontation, mais aussi de dialogue. Je pense que le fait de trouver un petit peu ces espaces-là, ça semble un peu la moindre des choses en fait. Quand on met des sujets sur la table comme cela, qu'on met un peu d'huile sur le feu, ensuite de donner un petit peu les moyens tout de même que chacun puisse débattre, qu'il puisse avoir tout de même une forme d'échange et de débat à un moment, ça semble un petit peu important justement, puisque si on fait appel au bon sens, si on fait appel à l'esprit critique quand même des Français, ce serait intéressant qu'ensuite derrière ils aient un cadre, ils aient un moment pour justement le mettre pleinement en exercice. Merci Thomas. Merci à toi. Merci beaucoup Guillaume. Bien. Et puis merci à vous d'avoir suivi ce podcast un peu particulier. On a plein d'autres sujets comme cela sur notre site thelinks.fr. À bientôt.